Bien. Est-ce qu'on peut faire un peu de lumière dans la salle, peut-être? Voilà, merci. Écoutez, nous disposons d'à peine 20 minutes, de 18 minutes très exactement, pour les questions de la salle. C'est un très mauvais exemple de démocratie participative. C'est-à-dire, ben voilà, il y a des contraintes de tous ordres. Donc, question brève, réponse tout aussi brève, si c'est possible. Et si les gens peuvent se présenter, effectivement, au moment où ils posent leurs questions. Monsieur que je distingue à peine. Allez-y. Moi aussi, je vous distingue à peine. Je suis le président du Conseil de développement du Pays de Lorient en Bretagne. Je ne vais pas revenir sur l'idée de la métropole, mais dans les propos que vous avez tenus, il y a la nécessité du changement et les difficultés du changement. Une espèce d'impossibilité. On se retrouve face à un mur, finalement, quelque part. Parce que ce que disait Thierry Pêche, on n'a pas les moyens pour les régions. Ce que disait Olivier Mongin ou d'autres, la rente immobilière, c'est un mur. Et on ne veut pas changer, il n'y a pas de projet. Donc on a l'impression qu'il y a un besoin de changement qui est ressenti par tout le monde, mais une impossibilité ou une incapacité à vouloir les changements réellement. C'est-à-dire qu'on en a peur quelque part, quoi. Je voudrais savoir ce qu'on peut en penser. C'est une question immense. Qui souhaite y répondre? Allez, Jean Viard, se lance à l'eau. J'irais juste une chose, c'est-à-dire que, en partie, c'est vrai. Moi, je sais que bon, des gens comme nous, on parle avec les gens de pouvoir, on parle avec eux, on les fascine souvent, et en fait, après, on se dit, mais à quoi ça a servi, quoi? Bon, moi, c'est vrai, non, mais je le dis parce que j'ai fait maintes fois, donc ça, c'est vrai. En même temps, je veux dire, sur tous ces sujets, il y a quand même un débat dans la société. Il y a quand même un débat, il y a une réflexion, etc. Donc, c'est de l'expérimentation, tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est que dans le rapport, je dirais, aux plus hautes autorités de l'État, on a l'impression effectivement que les systèmes sont tellement bloqués, complexes, avec des grands corps, des systèmes organisés, des stratégies d'élus, qu'on peut comprendre. Mais, vous voyez, par exemple, le sénateur qui est chargé de la réforme des territoires au Sénat, je crois qu'il a été élu en 65 dans une commune de 50 habitants. J'ai un profond respect. Mais comment est-ce qu'on renouvelle les processus, les personnes, etc. À un moment là-dessus, on a du mal. Mais il y a des lois devant nous, quelques-unes sur le cumul des mandats, tout ça. Donc ne noyons pas complètement le bébé avec l'eau du bain, mais je reconnais qu'on souffre. Thierry Pêche. Oui, bonjour Thierry, j'en profite. Moi, je pense que la situation de crise est maintenant suffisamment dure, violente, effrayante pour beaucoup de monde pour que quelques verrous sautent. Pas tous, mais il y en a quelques-uns qui sont en train de sauter. Je vais vous donner un exemple qui n'a pas grand-chose à voir avec nos débats d'aujourd'hui, mais qui, moi, m'a quand même impressionné. Au terme d'une nuit d'amendement à la Commission des finances à l'Assemblée il y a 3 jours, il a été acté que serait inscrit dans la loi le principe du contrôle pays par pays des implantations des banques françaises à l'étranger. C'est une première mondiale. Hein. On aurait tremblé, je pense, il y a encore 2 ans, 3 ans, sur ce sujet, etc. On n'a pas tremblé. Ça suffira pas, hein, attention, hein, c'est pas. Mais on va enfin savoir qui possède quoi aux Caïmans, aux Bermudes, à Jersey, mais aussi à Londres, à Vienne, au Liechtenstein, etc. Bon, donc il y a des verrous qui sautent parce que la situation est vraiment maintenant assez grave et que la maturité de la crise va permettre, je pense, de franchir un certain nombre de pas. Maintenant, il y a des verrous systémiques qu'il est beaucoup plus difficile de faire sauter, en particulier lorsque vous demandez à une assemblée de voter sur ses propres statuts, c'est compliqué. C'est compliqué de revenir sur le cumul des mandats parce que les gens qui voteraient ça sont cumulards à 75%. C'est très compliqué de simplifier le réseau institutionnel territorial parce que c'est les mêmes. Bon, donc... Pardon, hein, mais c'est ça. Là, il y a des verrous systémiques. Une autre intervention. Oui, il y a une forêt de bras qui se lève, donc je ne sais pas qui s'est emparé du micro. C'est ici. Allez-y, oui. Oui, encore une question d'un conseil de développement breton. Jean-Charles Lollier, président du conseil de développement du centre-ouest Bretagne. Je voudrais parler de 80% du territoire qu'on n'a pas évoqué ce matin, c'est-à-dire les territoires ruraux. Et loin de moi de jeter la pierre aux intervenants et aux organisateurs, puisque la coordination nationale est surtout d'émanation urbaine, donc
nous allons être accueillis, ou nous sommes accueillis dans la coordination nationale sans difficulté. Non, je voudrais évoquer 2 points sur les territoires ruraux. Rapidement. Très rapidement, ça va être très rapide. 2 aspects, c'est sur les migrations, ville-campagne. Il faut savoir, et un autre aspect sur l'innovation. Il faut savoir que ces migrations représentent quand même 100 000 personnes par an. Et lorsqu'on décortique, et c'est les chiffres du réseau du collectif Ville-Campagne, sur ces 100 000 personnes, c'est quelques bobos ou quelques CSP++, mais c'est surtout des chômeurs, des travailleurs et qui drainent une pauvreté assez importante. Donc, après une fracture sociale, on va assister à une fracture territoriale entre, bon, je connais les poches de pauvreté qui existent aussi dans les villes, mais on va assister à ça. Et il va falloir l'anticiper, autant nous, en rural, qu'autant vous, en urbain. Et le deuxième aspect, c'est sur l'innovation. C'est incroyable. Je fais des travaux actuellement pour Stéphane Le Foll sur la ruralité dans le cadre de sa loi d'avenir à venir, fin 2013. C'est incroyable la capacité ou bien les projets innovants qui se développent en zone rurale, parce que nécessité fait loi. Lorsque on est éloigné de services ou autre chose, on est obligé. Les épiceries citoyennes, il n'y a pas de solution. Si un commerce ne peut pas vivre avec la zone de chalandise qu'il a, qu'est-ce qu'on fait? C'est les consommateurs qui sont derrière le comptoir. Et j'en passerai, je peux vous en citer comme ça. Merci. Donc, on a bien compris la question qui est double, hein. On a oublié la campagne. C'est à la fois la question de la fracture territoriale et de l'inventivité rurale. Oui, juste un point, mais les Bretons connaissent bien Marie-Lise Branchu, particulièrement ceux du centre-Bretagne. À côté des pôles métropolitains, qui sont des pôles urbains qui intègrent le périurbain, va se mettre en place dans la loi des pôles, alors je ne sais plus comment elle l'a dénommé, mais d'organisation des services dans les parties rurales, qui pourra permettre d'avoir un dialogue entre le pôle urbain et le pôle plus rural. C'est vrai que Morlaix, la ville de Marie-Lise Branchu, n'est pas une grande métropole. Jean-Paul Delevoye. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on pose une question sur l'innovation et on répond structure, mais je comprends tout à fait ça. Non, mais je le dis. Non, mais c'est pas une critique, hein, mais je pense qu'en réalité, on est en France en train d'enfermer l'innovation dans des process qui vont être remis en cause pour faciliter la Je voudrais dire 2-3 choses. 1, la crise est un formidable moment d'innovation. Et donc, il faut avoir un système qui libère l'innovation. Or, tous nos process de décision sont des process qui tuent l'innovation ou la fragilisent. Nous n'avons pas la culture de l'innovation. Et très souvent, on a le contentieux plus que la prise de risque. Ça, c'est un sujet sur lequel il faut que nous réfléchissions. La deuxième, là, pardonnez-moi, Monsieur Mangin, je ne partage pas votre avis. La question que moi je posais, je partage l'avis qui a été... Nous allons rentrer dans un taux de croissance relativement faible, durablement pendant 10 ans. Rien que sur la notion de propriété. Quand on a un taux de croissance à 4 points, on double son pouvoir d'achat en 20 ans. Quand on a un taux à 2 points, on double son pouvoir d'achat en 70 ans. Ça veut dire qu'on sera plus locataire que propriétaire. Est-ce qu'on va être plus heureux en tant que locataire que propriétaire? Ça renverse complètement le financement de l'immobilier, le contrôle de l'immobilier pour éviter qu'il y ait un transfert du locataire vers des rentiers. La question, on ne va pas augmenter les revenus, c'est impossible. Comment on développe le reste à charge? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une politique, non pas de baisser le prix du carburant, ça ne marchera pas, c'est de diminuer la consommation de carburant. Comment faire en sorte que les gens qui soient consommateurs d'électricité deviennent producteurs d'électricité? Donc il y a toute une inversion culturelle qui est totalement passionnante, mais qui ne peut s'imaginer qu'en dehors du système, parce que le système aura tellement la trouille. L'énergie collaborative se développe à toute vitesse. Les syndicats se disent, mince, ils ne sont pas salariés, sur quoi je mets les cotisations? Il n'y a plus de convention collective, ça part de partout. Et l'État dit, la TVA, je la taxe sur quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la panique du système et une formidable créativité du terrain. Et là, c'est un sujet difficile à concilier. Merci. On va prendre 3 questions simultanément, les unes à la suite des autres. Ce seront les 3 dernières, tant pis pour les frustrations. Vous aurez d'autres occasions de vous exprimer au cours de ces journées. Oui. Oui, bonjour à tous. Roland Le Sceau, c'est toujours la Bretagne, mais ça, c'est le Sud. Allez. On a évoqué à plusieurs... ça a été évoqué à plusieurs... Très rapidement. Oui, ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. Nous avons évoqué plusieurs fois la problématique des réseaux, l'immatériel et le réel.
Et on s'est interrogé sur la possibilité comment former nos territoires et former notre État. Et moi, je rajouterais la problématique surtout, c'est comment former une nation qui est quelque part la construction de notre identité et de notre citoyenneté. Et de plus, je voudrais aussi interroger, parce que quelque part, nous avons quelques paradoxes dans la vie publique et politique de notre pays, c'est que nous, les uns et les autres, nous n'avons pas la même pendule. Alors, quelle est votre question? Et là, c'est la question par rapport à la mise à l'agenda. La mise à l'agenda, qui c'est qui décide? Et est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à admettre qu'il puisse avoir d'autres règles qui permettraient d'accepter le partage et de se donner du temps? Merci. Deuxième question ou intervention. Pardon? Une dame, me dit-on, mais je n'ai pas... Ah, oui, il y en a une, voilà. Allez. Je suis désolé, ce n'est pas moi qui fais circuler les micros. Allez-y. Présentez-vous d'abord. Je me lève? Ah oui. Levez-vous, on vous verra mieux. Donc Jacqueline de Montou, CD Ouest Charente. Pardon? Oui, allez-y. À la fois à l'égard des espaces qui les entourent et à la fois à l'égard des pays dans lesquels ils se trouvent. On dit Shanghai, ville-État, Olivier. Moi, je mettrais un gros modulo du point de vue économique, hein, parce que, oui, modèle si tu veux, mais ville-État, les villes-États, elles choisissaient leur niveau de salaire, de rémunération, le niveau de crédit, du taux de crédit, etc. Rien de tout ça. En réalité, à Shanghai, le salaire minimum, il est fixé à Pékin. Le taux de crédit, il est fixé aussi d'ailleurs à Pékin, puisque bon, voilà. Et au fond, les métropoles qu'on compare, dont on a fait quand même des êtres un peu abstraits au-dessus, comme ça, de la réalité, sont enchâssés encore aujourd'hui dans des contextes économiques très différents. Et il y a quand même deux grands contextes aujourd'hui. Pour apporter une précision sur les débats et les malentendus qu'on pouvait avoir tout à l'heure sur la mondialisation, il y a... Et ces contextes font système, et c'est pour ça que la mondialisation du point de vue économique ne fonctionne plus. Il y a d'un côté un capitalisme de la dette, côté occidental, qui vit à crédit, qui, parce qu'il n'est plus capable de distribuer du revenu, distribue de la dette. Voilà, on connaît le système. Et de l'autre, et c'est ça qui ne va pas aussi, il y a le monde des économies extraverties qui ne redistribuent pas leurs excédents, et qui vont les placer en épargne sur les marchés financiers occidentaux. Et la boucle, comme ça, s'entretient. Bon, c'est comme ça qu'on a fait un cataclysme financier il y a 5 ans, et qu'il n'est pas résorbé. Donc, moi, c'est cette mondialisation-là dont je parle, Olivier. Hein. On ne parle pas de la même, d'une certaine manière, mais ça met un sérieux point d'interrogation quand même sur l'enchâssement des métropoles. Voilà. Merci. Merci à toutes, merci à tous. Désolé une fois de plus d'avoir dû écourter le débat, mais voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Quelques informations pratiques. On m'indique que le déjeuner est servi dans 3/4 d'heure. D'ici là, vous pouvez vous promener parmi les stands, y compris celui de place publique, et prendre l'apéritif. Les travaux reprennent à 14h30.